Benjamin Revkoleski, bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, confiez-moi, confessez-moi plutôt une mauvaise habitude numérique que vous pratiquez au quotidien. Voilà, c'est un aveu de votre part, c'est ce que je veux, un aveu sincère. Petite habitude. Je pense que le soir, avant de me coucher, ce dernier moment où je regarde mon téléphone pour regarder tous les messages, N'est pas nécessaire. ouais, je pense que voilà, parfois on dort moins bien avec celui-là. Bon, c'est facile à régler, ça, normalement. Ouais, mais c'est tentant quand même, hein. On va essayer. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro aujourd'hui, donc à la REF, donc à la rentrée, la rentrée du MEDEF, avec en face de moi donc Benjamin Revkoleski, directeur général d'OVH Cloud, une solution de cloud comme son nom l'indique. Alors vous avez eu une carrière bien remplie, vous avez été directeur général de Fujitsu, chez SFR aussi, où vous supervisiez notamment le cloud justement, et un début de carrière au BCG où vous avez passé 8 ans, je crois. 8 ans, c'est beaucoup, généralement on quitte le conseil au bout de 3-4 ans, vous êtes resté... On y apprend beaucoup. Ouais, on y apprend beaucoup. Très bonne formation. Ouais. Et vous avez, par exemple, qu'est-ce que vous avez appris au BCG qui vous ont servi, qui vous servent encore aujourd'hui? C'est des bonnes écoles en réalité, en effet, de management. J'ai appris d'abord à découper les problèmes, les gros problèmes en plus petits problèmes, et de savoir qu'avec cette méthode, on peut toujours trouver des solutions. Et puis donc une approche analytique. Mais surtout, j'ai appris comment est-ce qu'on fait bouger les hommes et les femmes pour mettre en œuvre les solutions. Et ça, c'est ce que j'ai appris de plus puissant au BCG, qui me sert tous les jours. Ouais. Alors vous êtes diplômé de l'école Polytechnique. Est-ce que vous avez donc 8 ans au BCG, est-ce que vous aviez une spécialité, une envie, une industrie qui vous passionnait davantage que les autres, une passion peut-être Au début, je voulais faire de la physique, je voulais être chercheur, Ouais. et puis après j'étais vers le business, et puis j'ai fait des télécoms en fait après l'X, et donc naturellement j'ai fait pas mal de télécoms au BCG, et j'ai fait beaucoup d'opérations. J'ai mis les mains dedans pour comprendre comment est-ce qu'on améliore du terrain, comment est-ce qu'on améliore le cash, la trésorerie, la production. C'était passionnant. Passionnant. La souveraineté numérique, alors on entend ça, donc j'aime pas trop ce mot, mais c'est un buzzword, un leitmotiv, on peut dire, un sujet de fond. Est-ce que vous, la souveraineté numérique, c'est un mot que vous utilisez tous les jours? Est-ce que vous vivez, vous dormez souveraineté numérique, pour en revenir à votre petit passage sur votre smartphone avant de vous coucher? Alors, je crois qu'on peut le dire. Je pense que je pensais déjà cloud souverain chez SFR il y a une quinzaine d'années, mais là, je pense qu'on vit une époque où, et notamment depuis 8 mois, où cet enjeu est revenu vraiment à l'agenda des dirigeants. On est à la REF, la rentrée des entrepreneurs, des dirigeants, et depuis hier, j'ai eu une vingtaine d'entretiens, de discussions, où à chaque fois, ce sujet revient. Avec des dirigeants du CAC 40, Ouais. avec des politiques, avec des représentants de fédérations. Et cette souveraineté numérique, chez nous, elle a plusieurs angles, en fait, parce que c'est difficile de la définir pour les acteurs. En fait, et pour nous, il y a une souveraineté de la donnée, d'abord. Il y a une souveraineté technologique et il y a une souveraineté opérationnelle. La souveraineté de la donnée, c'est est-ce que mes données sont protégées en fait. Les gens se demandent, mais voilà, je veux que mon service fonctionne, mais je veux que mes données soient protégées. Cyber, les risques cyber, qu'il n'y ait pas d'attaque. Mais je veux aussi que mes données soient protégées contre ce risque géopolitique, géostratégique, les influences politiques étrangères, les lois étrangères. Et ça, c'est nous, et ça a pris une force énorme depuis 8 mois avec le contexte. Avec le contexte géopolitique, et vous diriez, donc voilà, si je vous écoute bien, il y a plusieurs nuances de souveraineté numérique. Laquelle de ces nuances est la plus prégnante aujourd'hui, justement, la plus importante? Vous diriez que c'est cette fameuse référence à la géopolitique? Souveraineté de la donnée, effectivement, le contexte géopolitique a fait que c'est remonté à l'agenda. Ça, c'est une évidence. C'est à l'agenda des COMEX, c'est à l'agenda des conseils d'administration. C'est une urgence, c'est un sujet essentiel. C'est une urgence. Ouais. Certains l'appellent souveraineté. D'autres n'aiment pas ce terme parce qu'il est un peu négatif, défensif, donc ils parlent plus d'autonomie stratégique. D'autres parlent de résilience de nos entreprises. Les chefs d'entreprise disent mais comment je veux, voilà, j'ai la responsabilité de l'entreprise pendant 10, 15 ans, comment je crée cette résilience? Et donc j'ai besoin d'acteurs, de solutions technologiques qui me permettent de garantir à mon entreprise que ces données sont protégées, que j'ai aussi une souveraineté technologique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, vous savez, le cloud, l'IA, maintenant c'est des services, ça peut se couper comme de l'eau, comme un robinet en fait. Et bien ça, ce risque de shutdown, les Américains disent ça, c'est voilà, j'ai le risque maintenant qu'on me coupe les services. Et ça, c'est nouveau. Et nous, chez OVH, c'est très important parce que ça fait 20 ans qu'on croit à cet enjeu de souveraineté. Nous, by design, OVH Cloud a construit cette entreprise autour du cloud dans le nord de la France et qui est devenu un champion européen. On est le plus gros. Il faut savoir qu'il y a 10 acteurs du cloud au niveau mondial aujourd'hui. OVH est le seul acteur européen dans le top 10 des acteurs du cloud mondial. Il y a des Américains et des Chinois. Et ça, c'est parce qu'on croit depuis 20 ans à cet enjeu de souveraineté. On a doublé de taille en 5 ans, on pèse 1 milliard aujourd'hui, et on y croit. Et l'histoire nous donne raison aujourd'hui que ces enjeux de souveraineté de la donnée, souveraineté techno, souveraineté opérationnelle, ils sont clés. Vous dites, vous avez doublé de taille en 5 ans, vous l'avez dit aussi, il y a 20 ans, la société a été créée.
au début, c'était peut-être pas une priorité comme ça l'est aujourd'hui, il y a 20 ans. Vous parlez de ses débuts dans le Nord, etc. Octave Clabart, donc, qui a fondé cette entreprise et qui est le chairman et qui est intervenu encore ce matin à la REF, eh bien, il avait en fait chevillé au corps cette conviction qu'il faut mettre au cœur du projet la protection de la donnée. Protection cyber, mais aussi protection contre toute ingérence étrangère. Et donc c'est pour ça que pour nous c'est clé qu'à chaque fois il n'y a pas que l'enjeu de localisation de la donnée. Certains pensent que parce que mes données sont localisées à côté de chez moi en France ou à côté de chez moi en Allemagne, ça suffit. Non, en fait il faut aussi se protéger contre les risques cyber, les ingérences étrangères. Donc si il faut vous dites quand vous avez votre fournisseur, est-ce que mes données elles sont bien protégées contre les lois américaines, les lois chinoises? Et souvent c'est pas le cas. Donc maintenant cet enjeu il est à nouveau à l'agenda des chefs d'entreprise. Je saisis bien cette subtilité entre données souveraines parce que présentes sur le sol français, mais ça ne suffit pas, données souveraines, mais peut-être mal protégées ou mal... Exactement, mal protégées cyber ou mal protégées sur ces risques. Vous avez des lois américaines qui peuvent permettre d'accéder en fait aux données chez un fournisseur américain ailleurs en Europe. Et donc ça, c'était chevillé au corps du projet OVH. Vous avez évoqué tout à l'heure les centaines de patrons qui ici à la REF vous ont parlé de souveraineté numérique. Est-ce que vous diriez que c'est une préoccupation dans tous les secteurs, dans toutes les industries, ou alors est-ce que il y a des grands oubliés peut-être, ou des gens qui ne se sentent pas concernés par ces sujets-là? Alors, franchement, c'est dans tous les secteurs aujourd'hui. C'est dans tous les secteurs, c'est venu à l'agenda. Parce qu'en fait, il y a du numérique partout. On sait qu'il y a de l'IA et du numérique, et vous n'avez pas d'IA et de numérique sans cloud aujourd'hui. Et donc, ça fait partie de la transformation des entreprises. Donc, tout le monde a cet enjeu numérique. Et dans cet enjeu numérique, avec ce risque géopolitique, eh bien, il arrive dans tous les secteurs. Évidemment, il y a des secteurs qui sont plus sensibles, les secteurs régulés, où la donnée est sensible, mais évidemment les secteurs publics, les secteurs financiers, le secteur de la santé. Mais je vous dirais que finalement, il y a souvent des données sensibles chez tout le monde. Quand vous avez de la propriété intellectuelle dans votre entreprise, vous allez vous dire, mais attends, est-ce que ça me pose un problème à un moment si les données qui font ma différence, qui font la richesse de ma valeur ajoutée, eh bien, elles sont captivées par un acteur étranger. Illustration concrète, Benjamin Revkoleski, de ce que vous pouvez proposer. Voilà, on vous aborde ici à la REF ou ailleurs dans la rue ou à un déjeuner. On vous demande une solution, une image concrète. Comment est-ce que pitcher au VH Cloud? Comment vous donner envie de rejoindre votre société? Ce qu'on leur dit, c'est qu'aujourd'hui, l'important, c'est d'avoir d'abord des solutions performantes. Les gens nous disent oui, mais j'ai envie de développer des modèles d'intelligence artificielle pour mon service client, pour faire de la traduction simultanée. Eh bien, leur dire, vous pouvez les construire aujourd'hui chez nous. Donc on part des besoins des clients. D'abord, toujours, en partir, c'est quoi votre problème? Je ne viens pas avec un portefeuille et des cartes dire je sais tout faire. C'est quoi votre problème? Donc on repart toujours des problèmes des clients. Et en ce moment, les clients, ils veulent effectivement déployer de la productivité grâce à l'IA. Ils veulent aujourd'hui sécuriser leurs infrastructures, ils veulent moderniser en fait leurs applications. Ils se disent mais tiens, si je mettais du cloud, est-ce que ça ne me permettrait pas de développer mes applications plus vite, d'être plus réactif vis-à-vis de mes clients finaux? Donc voilà, la Commerzbank en Allemagne va décider de migrer ses applications chez nous parce que ça va leur permettre d'aller plus vite et dans un environnement souverain. On a Arcus Défense, ceux qui fabriquent les chars français, eh bien eux aussi sont venus vers nous pour utiliser notre cloud souverain. L'Agence spatiale européenne, également, elle se dit tiens, j'ai besoin d'accélérer, de développer des choses extrêmement performantes et j'ai besoin d'un acteur souverain. Et oui, vous faites bien de le préciser parce que c'est une entreprise française, mais vous l'avez dit, vous êtes le leader, l'un des leaders mondiaux et donc très présent en Europe. Vous évoquez l'Allemagne à l'instant, les pays voisins de la France font appel à vous. Tout à fait. Votre clientèle aujourd'hui, c'est quel pourcentage de Français, quel pourcentage de... Tout à fait. On a 1 milliard de chiffre d'affaires aujourd'hui, plus de 50% de notre chiffre d'affaires est fait à l'international. Et on a 44 data centers dans le monde qui nous permettent, donc ces data centers, ces grands entrepôts de serveurs qui stockent les données, qui font tourner les applications, et bien ça, on en a en France, en Allemagne, en Angleterre, on en ouvre en Italie, là, on est très présent au Canada, aux États-Unis, à Singapour, en Inde, en Australie. Donc c'est ça qui a porté notre croissance. Comment est-ce qu'on décide, comment est-ce qu'on étudie l'implantation, la construction d'un data center on parle de bâtiments qui peuvent faire des milliers de mètres carrés, hein, j'imagine. Tout à fait. Alors, on a une c'est pas un bien immobilier comme un autre. Donc un data center, c'est un gros entrepôt, voilà, hein, c'est 4 murs, un toit, et à l'intérieur, des milliers de serveurs informatiques, hein, des ordinateurs qui ont plutôt la forme de boîtes de pizza, un peu comme ça, que vous rangez les unes au-dessus des autres sur des dizaines de mètres. Et en fait, nous, on a une spécificité chez OVH, c'est qu'on est le caractère durable, pour nous,
est super important aussi depuis 20 ans. Donc on veut consommer moins d'énergie, moins d'eau et avoir un impact carbone qui est beaucoup plus réduit. Donc ce qu'on a trouvé, c'est que en fait, on réhabilite des bâtiments existants pour les transformer en data center. Donc vous ne construisez jamais ex nihilo de data center avec des nouveaux murs? Dans la plupart des cas, on reprend des murs. Donc on a reconverti des anciennes usines textiles. On a reconverti des usines au Canada, aux États-Unis. À chaque fois, on les transforme en data center parce qu'en fait, vous avez un impact carbone qui est beaucoup plus faible. Si vous repartez des murs existants, vous n'avez pas du béton, des gros travaux à faire. Et donc, ça va beaucoup plus vite et ça a un impact qui est plus réduit. Donc, à la fin, vous avez les 4 murs qui sont là. Vous les transformez en data center. Vous rangez tous vos serveurs à l'intérieur. Et nous, on a une spécificité pour consommer moins d'énergie. C'est qu'on n'utilise pas ces grosses climatisations qui sont tout le problème du cloud et de la data qui consomment énormément d'énergie. Nous, on refroidit nos serveurs avec de l'eau. Voilà, cette même eau qui est dans ce verre-là, en fait, eh bien, elle sert en circuit fermé à refroidir les ordinateurs à l'intérieur. Il y a des petits tuyaux. Et depuis 20 ans, c'est ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on a parmi les ratios les meilleurs du secteur en termes de consommation d'énergie et de consommation d'eau. Ça, c'est une technologie brevetée ou c'est quelque chose qui existe? C'est une technologie propre à OVH Cloud, inventée par Octave Klaba à l'époque, et qui aujourd'hui nous apporte un différenciant fort. Il y a une étude IDC qui est sortie là en septembre et qui classe tous les fournisseurs de cloud du niveau mondial. Et parmi les 4 leaders au niveau mondial du cloud responsable et durable, il y a 4 acteurs. Vous avez 3 grands américains et vous avez OVH Cloud. Et sur la dimension capacité, on est meilleur que les Américains. Donc on est meilleur au monde sur ces enjeux de cloud durable. Et vous m'avez simplement pas répondu sur la question d'implantation d'un... Donc là, vous m'avez parlé de réhabilitation de bâtiments qui existent déjà, etc. Mais la localisation des data centers, comment est-ce qu'on choisit l'endroit où on va en installer un? C'est forcément une zone où il n'y a pas grand-chose alentour. C'est forcément... on ne peut pas en installer un dans une commune ou en pleine ville. Là, c'est pas possible. Voilà. Le premier critère, c'est vous dites où sont vos clients. Donc on amène les data centers proches des clients parce que les clients, ils ont besoin de rapidité d'accès à la donnée. Donc faut que on est opérateur de réseau télécom pour connecter tous nos data centers. Donc en général, on se met près des clients et après on va trouver l'usine adaptée qui nous permet d'avoir l'espace nécessaire. Après, ça peut être en centre-ville. On a beaucoup de data centers à Roubaix, à Strasbourg, à Gravelines, par exemple, dans le nord de la France. On va être dans des zones qui sont des zones urbaines, pas très loin. Qui étaient des anciennes usines. Donc, on n'est pas au cœur du centre-ville. Mais on reste dans les centres urbains. On sent, Benjamin Revkoleski, que ces sujets-là, vous en avez beaucoup parlé ces derniers jours parce que je vous sens très... c'est passionnant. On a une responsabilité sur les épaules en étant le plus gros acteur du cloud européen. Aujourd'hui, avec cet enjeu stratégique, on se doit en fait de répondre aux attentes de nos clients. Donc c'est pour ça qu'on a on a plus de 1200 développeurs qui développent tous les jours les offres parce qu'il faut répondre aux attentes. Ouais. Oui, et qui à chaque fois on enrichit, on sort des offres tous les mois parce qu'il faut répondre finalement à cet enjeu. On a des grands Américains qui ont développé de très belles solutions. Eh bien, c'est une course permanente pour être au niveau de ce qu'attendent les entreprises. Et on y est aujourd'hui. C'est ce qui nous permet de doubler de taille en 5 ans. Dernière question, Benjamin Revkoleski. Est-ce que le terme d'évangélisateur, est-ce que vous l'acceptez, vous vous sentez comme tel ou pas? Je pense qu'on fait beaucoup de pédagogie, en effet. On fait beaucoup de pédagogie parce qu'il faut convaincre. En fait, ce qu'il faut convaincre, et c'est ce que je fais tous les jours, c'est il faut convaincre, et je l'ai fait ici à la REF, c'est il faut convaincre de passer à l'action. En fait, parce que ce nouvel environnement, il montre qu'on doit faire l'effort. On a des champions européens. On en est la preuve, nous, sur le cloud. OVH Cloud, on est la preuve. Et il faut donner la chance à ces champions de continuer finalement à délivrer cette autonomie stratégique à l'Europe. Et donc, c'est les dirigeants qui doivent prendre la parole, qui doivent montrer l'exemple, qui doivent dire à leurs équipes, mais non, on y va. Me dites, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire? Si, on peut le faire. Ok, on avait l'habitude de travailler avec certains leaders américains, mais comme beaucoup l'ont fait, on peut travailler avec des acteurs comme OVH Cloud. Il y a d'autres champions, on a Mistral sur l'IA, on en a d'autres. Je pense qu'on est capable aujourd'hui d'avoir accès à ces champions et c'est ce qui nous permettra de garantir vraiment la solidité et l'autonomie stratégique de l'Europe. C'est le mot de la fin. Merci Benjamin Revkoleski. Donc vous êtes patron d'OVH Cloud. Merci d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur. Je vous dis à très bientôt. Merci, à bientôt.